Pour la revue de presse internationale. Bonjour Florence. Bonjour. Nous commençons votre revue de presse avec le CETA. Nous en avons beaucoup parlé, ressuscité par l'accord donné par la Wallonie au gouvernement belge. On le croyait mort et enterré, le voici ressuscité et peut-être grâce à un homme. Cet homme, c'est Paul Magnette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien Paul Magnette, c'est le ministre-président socialiste de la Wallonie qui a d'abord négocié avec la Commission européenne, puis avec le Canada, enfin avec le gouvernement fédéral de son pays. Pour la libre Belgique, ce revirement in extremis est signé Magnette, qui a tout fait pour que ce traité soit signé dans les semaines qui viennent. Pour le soir, tout le monde veut être un super-héros et Paul Magnette pourrait bien être, cet homme qui était encore inconnu du public il y a peu, pourrait bien être l'homme de la situation, à tel point que Paul Magnette, comme je vous dis, qu'on ne connaissait pas si bien, pourrait être le nouveau Justin Trudeau, comme le montre ce dessin de Courrier International. Sur ce dessin, s'il arrive, voilà, on voit une femme embrasser le poster de Paul Magnette et surtout remplacer son poster de Justin Trudeau. Est-ce qu'il va être détrôné? On va voir. En tout cas, d'après Nord Presse, une sorte de Gorafi belge, 82% des femmes se moquent éperdument du CETA. En revanche, elles sont toutes favorables à un match de catch dans la boue entre Justin Trudeau et Paul Magnette. Un vrai sujet pour une fois qu'on en parle, Florence. Et plus sérieusement, et que nous apprend cette saga à la fois économique et diplomatique? Alors pour The Globe, un journal canadien, dans son édito, il dit que le libre-échange est au cœur du CETA et que le CETA ne fait que suivre les principes du libéralisme établis par Adam Smith au XVIIIe siècle, c'est-à-dire laisser passer les hommes comme les biens, sans frontières ni douanes. Mais pour le Wall Street Journal, le libéralisme, ça n'est pas forcément bon pour tout le monde. Pourquoi? Dans un article, le Wall Street Journal revient sur l'histoire de la Wallonie. Il rappelle que la région était très riche au XIXe siècle, quand les mines exploitaient son charbon, ces sols qui étaient très riches. Mais depuis les années 60 et la désindustrialisation, la tendance s'est inversée en Belgique. La région riche maintenant, c'est la Flandre avec ses grandes entreprises, d'où la crainte de la mondialisation. Et il y a un dessin qui résume bien cette situation, c'est le dessin du Globe and Mail, qui nous montre une salle de marché internationale tout à coup arrêtée par la Wallonie aux manettes, et cette question « Who knew ?», c'est-à-dire « Qui aurait su qu'une petite région belge pourrait tout empêcher ?» Nous passons de la Belgique au Royaume-Uni, Florence, où le racisme ressurgit depuis le vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est très sérieux, c'est Le Monde qui annonce que l'ambassadrice de France a dénoncé cette semaine, devant la Chambre des Lords à Londres, la montée de l'intolérance. Sylvie Bermann, c'est son nom, a témoigné de l'inquiétude des quelques 300 000 Français qui vivent outre-Manche. Je la cite. Certains ont subi un langage agressif ou négatif. Ils n'étaient pas habitués à ce genre de traitement dans un pays qu'ils considèrent comme un succès en termes de dynamisme et de tolérance envers les autres. Alors, Sylvie Bermann, elle reconnaît que les Français ne sont pas les plus touchés par la vague d'attaques xénophobes qui a été déclenchée par le référendum du 23 juin. D'après le ministère de l'Intérieur britannique, le nombre d'agressions racistes ou religieuses a bondi en juillet de 41% par rapport à 2015, avec 5500 incidents. Et pour le prouver, on a des photos qui sont sur le site de The Independent, le site anglais. Cette photo, voilà, première photo, on voit un homme avec un t-shirt qui dit « Yes, we won, now send them back », c'est-à-dire « Nous avons gagné, maintenant renvoyez-les chez eux ». Ça, c'est la première photo. Deuxième photo, cette plaque sur une voiture, « Leave the EU », nous quittons l'Union européenne, et surtout terminons-en avec la vermine polonaise. Des mots quand même assez choquants. Troisième photo, alors là c'est très simple, c'est un magasin roumain tout simplement saccagé le 8 juillet dans la ville de Norwich, dans le nord de l'Angleterre. Situation effectivement extrêmement inquiétante. Enfin, Florence, un peu de culture contemporaine, le musée d'art moderne de New York fait l'acquisition des premiers emojis. Les emojis, ce sont ces petites icônes qui peuvent accompagner nos messages, nos textos qu'on envoie de mobile à mobile. De mobile à mobile, il y a le soleil, le parapluie, le cœur, le ballon, etc. J'en passe. Petite colle du vendredi matin Philomé, de quand datent les premiers emojis? Je ne le sais pas. Une petite devinette, non? Bon, aucune idée. La première série d'emojis a été créée en 1999 par une société japonaise, Nippon Telegraph et Téléphone, qui a décidé d'en faire don au MoMA de New York. D'après la conservatrice, la mission du musée, c'est justement de documenter les créations et les dessins de notre époque. Donc on va pouvoir contempler les 200 premiers petits dessins,
bientôt sur les murs du MoMA. Aujourd'hui, on compte près de 1800 emojis qui peuvent décrire l'activité, le transport ou l'humeur tout simplement dans laquelle on se trouve. Dernier exemple venu de Finlande, et ça je trouve ça particulièrement drôle, un homme et une femme qui se relaxent dans la chaleur d'un sauna. Les emojis est toute une culture à faire. Merci Florence Gaillard.